certains pays ne souhaitent pas que le GIEC s'aligne directement sur le calendrier des bilans mondiaux. Il y a toujours eu des groupes de pays qui ne souhaitent pas que la science réponde à la politique, qu'elle soit plus indépendante ou peu importe si c'est déphasé. Ça y est, nous connaissons désormais les orientations et le calendrier de publication des prochains rapports du GIEC. L'agenda pour ce 7e cycle a été officiellement adopté à Istanbul à la fin du mois de janvier. Alors, que nous réservent les prochains rapports du GIEC? Qu'est-ce qu'il nous reste encore à découvrir de la physique du climat? Pour en parler, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Robert Votard, celui qui succède à Valérie Masson-Delmotte au poste de coprésident du groupe 1 de l'organisme onusien. Bonjour Robert Votard. Bonjour. Vous êtes un visage que les gens vont être amenés à connaître de plus en plus pendant tout votre mandat de coprésident du groupe 1 du GIEC qui a commencé en 2023 et qui finira en 2029. Je voudrais donc qu'on commence par apprendre à vous connaître. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre formation, votre parcours et vos responsabilités actuelles, s'il vous plaît? Alors bon, je suis directeur de recherche au CNRS et j'ai commencé ma carrière sur la météorologie. Je suis météorologue, donc j'étais passionné de turbulences et puis de la façon dont les systèmes météorologiques s'organisent et d'essayer de comprendre s'il y avait des régularités dans cette turbulence. Voilà. Ensuite, j'ai été rapidement intéressé par les problèmes environnementaux pour donner encore plus de sens à mes recherches. Et notamment, j'ai travaillé beaucoup sur la pollution atmosphérique. Et puis, après les années 2000, sont arrivées des séries d'événements extrêmes qui nous ont un petit peu interpellés dans la communauté. Et j'ai décidé de réorienter mes recherches vers la compréhension des événements extrêmes et de leur lien avec le changement climatique. Alors aujourd'hui, donc, je suis coprésident du groupe 1 du GIEC avec mon autre coprésident qui est chinois et qui s'appelle Xiaoyue Zhang et qui avec qui nous allons conduire les travaux du GIEC pour le groupe 1, c'est-à-dire les sciences physiques du climat durant les 6 ans qui viennent. Contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre, le GIEC ne fait pas de modèle, ne fait pas de scénario, ne fait pas de recommandations. Donc, qu'est-ce que fait le GIEC pour que ce soit clair pour tout le monde? Alors, le GIEC fait une synthèse des connaissances existantes. Les articles qui parlent du changement climatique sont en nombre qui explose exponentiellement. Typiquement, il y a 2 fois plus d'articles qui parlent de changement climatique à chaque cycle du GIEC. 2 fois plus de travail. Voilà, donc c'est 2 fois plus de travail, effectivement, pour les auteurs. Et donc, tout le travail du GIEC va être de synthétiser cette information. On a des questions qui ont fait l'objet de beaucoup d'études. Vous savez qu'on s'appuie généralement pas sur une seule étude pour avoir des conclusions robustes, mais on s'appuie sur un ensemble d'études, un ensemble de données, et puis aussi les lois physiques connues. Donc c'est toujours un ensemble d'éléments qui vont permettre d'avoir une conclusion forte et robuste. Et donc, c'est vraiment tout ce travail d'évaluation de la force d'évaluation de la robustesse des résultats qui sont des résultats de recherche, qui sont souvent très innovants, et donc parfois n'ont pas considéré tous les aspects du sujet. Mais d'autres auteurs peuvent aussi considérer d'autres aspects. Et quand on voit le même résultat, finalement, sous différents angles, eh bien, on acquiert une certitude. Le travail du GIEC, c'est vraiment de souligner les questions et les réponses pour lesquelles on a des certitudes et d'évoquer celles aussi pour lesquelles on a des possibilités, mais pas forcément des certitudes.
James Key, c'est le nouveau président du GIEC, vient de présenter sa vision pour le 7e cycle d'évaluation dans lequel il a mis en avant trois thèmes clés qui sont la pertinence politique, l'inclusivité et l'interdisciplinarité. Est-ce que c'est 3 choses qui manquaient au cycle précédent ? Alors, ça ne manquait pas totalement, puisqu'il y a eu énormément de progrès, je dirais, par rapport au cycle même d'avant, dans le 6e cycle, notamment sur l'intégration. Mais l'inclusivité, ça restera toujours un combat pour lequel il faudra se battre. Les cultures, la façon de travailler dans un contexte international mondial avec un équilibre nord-sud qui se doit d'être respecté parce qu'on est tous des habitants de cette planète et les solutions doivent être trouvées, la science doit être faite ensemble. Maintenant, voilà, nous avons tous des façons différentes de travailler et qui sont parfois non inclusives, notamment vis-à-vis des collègues des pays du Sud. Donc ça, c'est vraiment un gros travail qui reste à faire et qui va être abordé via différents aspects, des aspects de formation des auteurs, des aspects de formation même de nous-mêmes, les coprésidents, pour bien faire comprendre que certains mots, certaines façons de gérer une réunion, certaines façons de gérer les travaux, finalement, peuvent être considérés dans certains cas par un groupe de pays comme tout à fait normal et ne pas poser de problème, mais poser de vrais problèmes pour d'autres pays. Donc c'est vraiment l'acculturation collective qui est très très importante pour cette inclusivité. Il n'y a pas que ça. Juste sur l'inclusivité, oui. Par exemple, concrètement, ça peut se ressentir dans un scénario quand dans un scénario, on voit que l'espace d'habitation pour un Américain va augmenter, mais pas celui pour un Indien, par exemple. C'est des choses comme ça très concrètes, non ? Voilà, exactement. Il y a l'inclusivité aussi il y a l'équité, en fait, l'équité et l'inclusivité dans les scénarios eux-mêmes, dans les solutions. Voilà, pour que ces solutions ne soient pas vues non plus comme portées par tel ou tel pays ou groupe de pays dans le monde. Ouais. Donc c'est vraiment il faut qu'il y ait une appropriation collective à la fois des problèmes et des solutions, et donc ça c'est vraiment ça l'inclusivité. Après ça se traduit aussi par simplement le fait que on a encore trop peu de nominations d'auteurs par certains pays dans le monde qui n'envoient pas en quelque sorte de propositions d'auteurs pour rédiger les rapports. Or vous savez que ce sont les pays qui proposent les auteurs de leur pays, les scientifiques de leur pays, pour participer à la rédaction des rapports ou pour participer aussi à d'autres, à la rédaction des sommaires, etc. Mais et ensuite, il y a un processus de sélection parce qu'on a toujours beaucoup de candidatures. Hein. Heureusement, on a beaucoup de candidatures. C'est ça qui fait la force, et puis le fait qu'on a des très bonnes candidatures aussi. On doit faire une sélection, et donc ça, c'est vraiment du rôle de ce qu'on appelle le bureau du GIEC, c'est tous les membres élus, avec la représentativité régionale. Donc c'est le bureau qui va décider de la liste d'auteurs qui finalement seront retenus. Donc, dans cette liste, il faut déjà qu'au niveau des nominations des pays, on puisse avoir une représentativité importante et relativement équilibrée. C'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup plus de nominations d'auteurs, ou en tout cas dans le cycle précédent, on a eu beaucoup plus de nominations d'auteurs des pays du Nord que des pays du Sud. En revanche, dans la sélection, le rapport, on va dire, a été rétabli. Hein. Pourquoi les pays du Sud nominent moins d'auteurs ? C'est une question délicate. Il y a probablement plusieurs raisons. Plus de difficultés de communication,
moins de connaissances du GIEC aussi. Voilà, donc c'est vraiment très important qu'on travaille là-dessus, même très en amont. Voilà, donc on réfléchit à des solutions. Donc il y avait deux autres thèmes, pertinence politique et interdisciplinarité. Qu'est-ce qu'a voulu dire James Key ? Alors la pertinence politique, c'est en fait la pertinence des sujets et puis de la présentation des conclusions. Hein. Donc là, par exemple, le 6e cycle a été extrêmement exhaustif en termes de sujets et a pratiquement dévoilé finalement toutes les connaissances. Bon, il y a quelques sujets qui ont été un petit peu moins abordés, mais il y a eu vraiment un bilan des connaissances qui a été fait sur tous les mécanismes, par exemple dans le groupe 1, sur tous les mécanismes physico-chimiques, sur l'océan, etc., pour bien comprendre, pour donner des éléments de compréhension à tout le monde. Ce travail colossal qui a été fait, il est très important, mais il faut aujourd'hui se poser la question de savoir s'il y a besoin de refaire tout ce travail colossal ou simplement de s'appuyer sur ce qui a été fait, je dirais, en termes de compréhension des mécanismes et de ne pas réécrire tout ça dans le 7e cycle et de se focaliser sur les sujets qui vont apporter des solutions ou qui vont être liés à des solutions. L'interdisciplinarité, est-ce que c'est par exemple des choses comme travailler un peu plus avec l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, ce genre de choses ? Alors je crois que l'interdisciplinarité, elle est déjà interne au GIEC, c'est-à-dire nous, ce qu'on a mis en place avec nos collègues coprésidents et coprésidentes depuis le mois d'août, en fait depuis le premier jour, on a dit il faut qu'on se rencontre très régulièrement, et aujourd'hui les rencontres sont on a des réunions quasiment toutes les semaines avec nos collègues coprésidents et coprésidentes, pour qu'on fasse véritablement une équipe, qu'on se comprenne mutuellement et qu'on travaille sur des sujets communs dès le départ. Donc ça a été, je pense, un progrès au cours du 6e cycle avec plus d'interdisciplinarité, et on bénéficie aujourd'hui de ce progrès pour se dire, allez, on va commencer le cycle tout de suite au jour 1 avec ce principe de base qu'on travaille toujours ensemble et jamais séparément dans nos groupes de travail. Ça veut dire que d'une part, au niveau de la gouvernance, chaque décision est discutée par tous les groupes de travail, ensemble. Donc ça, c'est important, c'est intéressant. Il y a une espèce de culture commune. Et puis aussi qu'on va, par ce travail préparatoire, pouvoir attaquer des sujets complexes, comme ce qui était mentionné, donc comme la question, par exemple, de l'interaction entre le climat, le cycle du carbone, l'usage des sols et la limite dans les scénarios. Par exemple, lorsque les scénarios sont produits par les modèles économiques, en général, ces scénarios prennent peu en compte l'impact même du changement climatique. Ce sont des scénarios de développement, ce sont des scénarios économiques, mais le changement climatique lui-même va générer des événements extrêmes, des impacts qui peuvent être extrêmement importants, et limiter les questions économiques, limiter les solutions. Et cette boucle-là, elle est pas bien encore prise en compte. Donc ça, c'est vraiment une question qu'il faut qu'on aborde. Une autre question typique, c'est comment mieux intégrer l'adaptation et l'atténuation, c'est-à-dire les solutions pour la limitation des gaz à effet de serre, et puis les solutions pour se prémunir contre les catastrophes liées au changement climatique. Si c'est fait séparément entre le groupe 2 et le groupe 3, sans imaginer les constructions possibles, on va arriver à des solutions qui sont potentiellement contradictoires entre les groupes de solutions. Donc il faut vraiment mettre en avant les solutions qui vont favoriser à la fois l'adaptation et
la limitation des gaz à effet de serre. Donc, si je donne un exemple, par exemple, dans les scénarios du groupe 3, on peut trouver des scénarios avec énormément d'afforestation, reforestation. Et le groupe 1 pourrait dire, avec le changement climatique, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir planter en temps. Exactement. C'est exactement ce type de questions qui ne sont pas encore complètement bien traitées, on va dire. Vous revenez d'un meeting à Istanbul qui fut le premier avec la nouvelle équipe du bureau au complet. Près de 300 délégués de 120 pays étaient présents. Le but de ce meeting, c'était de définir les grandes orientations du 7e cycle. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment fonctionnent ces meetings? Quel est le but? Est-ce que c'est un petit peu comme à la COP avec des négociations acharnées entre les pays? Alors, je découvrais, c'était la première fois que je voyais un meeting de plénière du GIEC, donc j'ai pu effectivement ouvrir grand mes yeux et mes oreilles. La parole est principalement entre les gouvernements. Ce sont les gouvernements qui souhaitent vraiment s'accorder entre eux pour définir le programme de travail. D'accord. Nous, on arrive en soutien, Okay. en disant ça c'est possible, ça c'est pas possible, techniquement, ou la littérature est pas au point sur ce sujet-là, etc. Mais on est un appui technique. Donc, les discussions sont effectivement comme des négociations internationales avec les pays dont chaque pays a ses intérêts propres, son économie propre, voilà, sa culture, etc., etc. Donc, les négociations, ça se retrouve dans les négociations, hein, y compris pour les sujets. Par exemple, on avait plusieurs sujets possibles de rapport spécial supplémentaires par rapport au rapport qui doit être fait sur les villes. Je pourrais en reparler un petit peu. On en reparlera. Mais les divergences étaient trop importantes pour pouvoir trouver une idée d'un rapport spécial qui combinerait tous les sujets souhaités par les pays. Je vais être plus précis. On a beaucoup de pays qui souhaitaient vraiment qu'on avance scientifiquement sur les questions d'adaptation et de dommages et préjudices. Voilà, comment mettre en place les méthodes, les métriques pour ces... comment mettre en place un cadre pour ces questions-là. On avait beaucoup de pays qui souhaitaient ça. On a aussi un groupe de pays un groupe de pays importants enfin, c'est pas les pays qui étaient importants, c'est le groupe, qui souhaitait beaucoup qu'on parle des points de bascule et puis des événements à très très fort impact, mais d'un point de vue peut-être un peu différent de ces questions de dommages et préjudices, parce que les dommages et préjudices portent sur des événements extrêmes et des catastrophes qui se posent aujourd'hui ou qui se sont posés dans le passé. Donc, alors que les points de bascule, c'est des choses un petit peu plus théoriques, un petit peu plus lointaines, incertaines, etc., etc. Donc c'était des pays, par exemple, insulaires qui ont peur d'être submergés? Par exemple, oui. Par exemple, voilà. On a aussi eu des sujets beaucoup autour des méthodes de capture, d'élimination du CO2, avec une demande de la part d'un groupe de pays aussi. Donc il était très difficile de réconcilier tous ces souhaits dans un seul rapport. En revanche, donc du coup, ça a permis de dégager des idées pour des rapports méthodologiques qui sont intéressantes. Alors, on va revenir sur cet agenda. Il y avait 3 options, si je dis pas de bêtises. La première option, c'était de faire comme dans la R6. La R6, c'était un rapport pour chaque groupe, un rapport de synthèse et 3 rapports spéciaux. Oui. C'était trop. Voilà. Donc, il fallait faire moins. C'était faire comme avant, mais en version plus light. Ça, c'était la deuxième option. Oui. C'est celle qui a été retenue au final. Et la troisième option, c'était de faire, je crois, 4 rapports spéciaux. Oui, absolument. C'était une option, c'était effectivement de traiter séparément des sujets. Or, là aussi, c'était pas une solution totalement satisfaisante pour les pays parce que
Les pays avaient peur que l'ensemble des questions climatiques ne soient pas couvertes, en fait, au travers seulement des rapports spéciaux. D'accord. C'est pour ça que quasiment l'ensemble des pays souhaitaient que de toute façon, on ait ces rapports d'évaluation, groupe 1, groupe 2, groupe 3. D'accord. Voilà. Alors, c'est une solution qui est intéressante, qui permet de faire le point aussi, donc c'est très important. Mais le problème, c'est que la structure des règles et procédures du GIEC fait que elle ne favorise pas à l'heure actuelle l'intégration. Donc, c'est très difficile de pouvoir travailler vraiment ensemble sur le même objet lorsque les groupes de travail s'acharnent sur des rapports qui sont groupe 1, groupe 2, groupe 3. Voilà. En revanche, nous, là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de trouver les moyens, les méthodes pour que cette intégration, cette interdisciplinarité se passe et se produise quand même. D'accord. Même en étant en groupe 1, groupe 2, groupe 3. D'accord. Donc là, on a des tas d'idées avec les autres coprésidents pour favoriser ça. Donc c'est toujours les 3 groupes, mais moins en silo que précédemment. Voilà. Donc, ce qui a été retenu dans le rapport spécial, c'était le groupe sur les villes et le changement climatique. Vous avez dit que ça a été demandé par un groupe de pays en particulier. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce rapport spécial et pas celui sur l'adaptation, ni celui sur la capture du carbone, et le troisième, c'était sur les points de bascule? Oui. Alors, en fait, la raison est très simple, c'est que la décision était déjà prise avant le début du cycle. Parce qu'elle avait été négociée par les pays au cours du 6e cycle. Donc les pays, il y avait aussi beaucoup de souhaits un souhait particulier pour la question du changement climatique et des villes, mais il avait été reconnu que 3 rapports spéciaux plus les rapports généraux, ça pouvait pas, voilà, ça pouvait pas marcher. Donc le rapport avait été décidé, mais il avait été décidé pour le cycle d'après. Donc on récupère en fait cette décision qui a été prise avant, au cours d'une négociation à laquelle je n'ai pas participé moi-même. Néanmoins, c'est un rapport qui satisfait un peu tout le monde. Des grandes villes, il y en a partout. Ça parle d'adaptation et d'adaptation aux villes, j'imagine, et d'atténuation. Donc j'imagine qu'il fait assez consensus, ce rapport. Alors il fait totalement consensus, et surtout c'est un rapport extrêmement important parce que il va non seulement parler des villes en tant que définition géographique des villes, mais les villes, c'est 50% de la population environ, et mondiale, mais les villes, lorsqu'on pose une question sur la façon de gérer une société dans les villes, dans une ville, finalement, on pose des tas d'autres questions qui dépassent très très largement le cadre des villes. Comment approvisionner l'énergie, comment produire l'alimentation. Donc finalement, les villes vont être un point de départ pour développer des questions aussi qui dépassent très largement les villes. Et même la question des scénarios, la question de l'atténuation en général va être largement abordée dans ce rapport. Donc il sera plus court, évidemment, c'est un rapport spécial, mais je m'attends à ce que les sujets les plus importants soient abordés au cours de ce rapport. Alors, il y a eu un autre petit contentieux, si j'en crois un article de Carbon Brief à cette réunion. Donc, il a été choisi de faire les 3 rapports plus le rapport de synthèse. Mais tout ça, ça prend du temps. Et il y a le 2e bilan mondial de l'accord de Paris. Alors, un bilan mondial, ça se passe tous les 5 ans et ça permet, depuis l'accord de Paris, de faire le point sur ce qui a avancé, sur ce qui n'a pas avancé. Donc, c'est quand même une date importante. La dernière fois, c'était la COP 28 qui était à Dubaï. Et là, la prochaine fois, donc, ce sera en 2028 et ce sera tout juste pour la sortie des rapports du GIEC. La plupart des pays voulaient que ça sorte en temps et en heure pour faire ce bilan, mais il y a un certain groupe de pays qui ont freiné des cas de fer pour que ça ne sorte pas à temps. Il y a effectivement un groupe de pays qui, on va dire, il y a 2 types de considérations.
il y a des considérations de faisabilité et aussi d'inclusivité. C'est-à-dire que plus on va comprimer l'agenda, plus on va avoir des contraintes sur des pays qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, soit en termes de personnel dans les délégations des gouvernements. Il y a des petites délégations, il y a des grandes délégations. Donc, pour faire le travail, pour distribuer le travail, donc c'est toujours plus contraignant. Donc, il y a des questions un peu d'inégalité entre les différents pays. Donc, voilà. Des questions d'avoir un agenda qui est, nous, on l'avait estimé faisable. Hein, donc, les coprésidents avaient vraiment, avec leurs équipes de soutien technique, fait l'analyse comme quoi les 3 groupes de travail livrés à temps pour le bilan mondial étaient faisables, mais il n'y avait pas beaucoup de marge. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'analyse qu'on avait faite. On est en train de la poursuivre. Et donc, voilà, il y a ces aspects de faisabilité, on va dire, d'inclusivité, mais il y a aussi, bien sûr, des considérations politiques qui sont d'une autre nature, bien sûr, avec, on va dire, une motivation plus ou moins grande de certains pays pour que l'information soit livrée dans un cadre, dans le cadre des bilans mondiaux. Comment dire, certains pays ne souhaitent pas que le GIEC s'aligne directement sur le calendrier des bilans mondiaux. Pourquoi ? Pour des raisons politiques. Après, c'est assez complexe à détailler, bien sûr, mais il y a toujours eu, c'est pas nouveau, quoi. C'est pas nouveau. Il y a toujours eu des groupes de pays qui ne souhaitent pas que la science soit alignée et un petit peu, comment dire, répondre à la politique, qu'elle soit plus indépendante ou peu importe si c'est déphasé, quoi. Voilà, on va dire comme ça. Donc, en plus de ce rapport spécial des 3 rapports et celui de synthèse qui est prévu, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, c'était des rapports méthodologiques. Qu'est-ce qu'un rapport méthodologique ? Avant qu'on rentre dans les détails du contenu. Alors, un rapport méthodologique, c'est simplement un rapport qui va donner une approche, un cadre, des métriques pour permettre ensuite aux pays, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la CNUC, de suivre ces méthodologies, par exemple pour faire les inventaires d'émissions. Aujourd'hui, le GIEC, c'est pas seulement 3 groupes de travail, 1, 2, 3, c'est 3 groupes de travail plus une task force sur les inventaires d'émissions. Et cette task force, elle a pour mission vraiment de faire que tous les inventaires d'émissions puissent être cohérents entre les pays pour qu'il y ait une comparabilité, et puis cohérents avec la science. Voilà. Par exemple, je donne un exemple, on a un sujet, et ça sera débattu dans un meeting d'experts en juillet 2024, sur les émissions qui sont liées à l'usage des sols. Comment compte-t-on les puits de carbone, par exemple, des forêts gérées ? Est-ce que ce sont des puits naturels ou est-ce que ce sont des puits anthropiques, puisque ce sont des forêts gérées ? Et il y a parfois des différences d'approche, et donc il va falloir discuter de cette question et puis se mettre d'accord sur la façon de gérer ça. Ça ne sera pas le but des rapports méthodologiques qui sont proposés. Le premier rapport méthodologique qui va être proposé, et il est en marche, là, on va dire, c'est sur les gaz à courte durée de vie, oxyde d'azote, méthane, etc., qui du fait qu'ils ont une courte durée de vie, peuvent difficilement se comparer au CO2, qui a une longue durée de vie.
sur la surface terrestre. Et donc, du coup, ne peut pas être considéré exactement de la même façon en termes de masse, en termes d'émissions, etc. Donc là, il va y avoir un meeting d'experts qui va permettre de se mettre d'accord pour donner des recommandations pour les inventaires. Et ces recommandations, finalement, enfin ces guides s'appuient sur les études scientifiques. Donc c'est tout à fait c'est comme le travail de synthèse quasiment, mais c'est des synthèses méthodologiques. Le deuxième... Juste sur cette question, oui. Ça peut paraître technique, mais derrière, il doit y avoir des implications un peu plus politiques, dans le sens où la durée de vie du méthane, donc comme vous disiez tout à l'heure, le CO2 a une vie plus longue, mais parfois on les harmonise pour qu'on puisse avoir un chiffre d'émission, et on appelle ça l'équivalent CO2, oui. Et c'est calculé selon un potentiel de réchauffement global, oui. Soit on regarde sur 20 ans, soit sur 100 ans. Voilà. Et il y a une grosse différence pour certains pays qui émettent beaucoup de méthane si on prend le calcul sur 20 ans ou sur 100 ans. C'est ça l'enjeu en fait. Absolument. Il y a des enjeux politiques parce qu'effectivement certains pays ou activités même, secteurs économiques sont beaucoup plus émetteurs de méthane, et les enjeux sont effectivement importants. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin d'avoir un cadre technique précis pour pouvoir informer ces façons de comptabiliser finalement les émissions de gaz à effet de serre. La même chose se pose avec les puits. Donc, comme je disais, sur les puits qui sont liés à l'usage des sols, et puis sur les méthodes de capture et d'élimination du CO2. Comment on comptabilise ? Donc ça, c'est le deuxième rapport méthodologique. Absolument. Donc ce deuxième rapport méthodologique, en fait, ce qui a été décidé, c'est qu'il y aurait d'abord une réunion d'experts et ensuite, en vue de produire un rapport méthodologique sur ces technologies de capture et d'élimination du CO2, qui ne sont pas nouvelles dans leur concept, mais qui rentrent de plus en plus dans le jeu politique aujourd'hui, puisque, comment dire, comment on compte ? Est-ce qu'on compte les émissions qu'on peut émettre, mais si on a aussi des technologies de capture, comment on compte ces émissions finalement, sachant qu'il y a des incertitudes sur le rendement de ces technologies de capture et sur la durée pendant laquelle on va pouvoir réellement capturer. C'est des technologies qui sont déjà éprouvées, mais qui ne montrent pas 100% de rendement. Donc, et qui ne sont pas déployables à très grande échelle pour le moment, parce que le modèle économique qui les accompagne n'est pas très consolidé encore. En ce qui concerne l'élimination du CO2, c'est encore pire. Qui va payer pour l'élimination du CO2 ? Comment on comptabilise ? Qu'est-ce qu'on fait du CO2 qui a été éliminé ? Il ne disparaît pas toujours. Est-ce qu'on le valorise ou pas ? Comment on compte cette valorisation du CO2 qui va être soit capturé, soit repris de l'atmosphère ? Est-ce qu'on le compte ou est-ce qu'on ne compte pas la valorisation ? Comment on fait ? Donc, toutes ces questions-là vont être abordées au cours de ce cycle, et c'est très important. De plus en plus important en plus. Absolument. On va revenir dans votre rapport, dans votre groupe, le groupe 1. Donc le dernier, le prochain rapport sortira dans 6 ans. Est-ce que vous aurez des nouvelles choses à nous raconter sur la physique du climat ? Est-ce que 6 ans, c'est un pas de temps pertinent dans la production scientifique ? Alors, oui. Oui, moi je vois... Je discute avec mes collègues presque tous les jours, je participe à des conférences, etc. Je vois à quel point les progrès sont rapides sur des sujets extrêmement importants. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part les sujets, le foisonnement de sciences et de production scientifique, et d'autre part, le climat lui-même change très vite.
On a pu le voir cette dernière décennie avec l'apparition, par exemple, de phénomènes extrêmes de très grande échelle. Je pense par exemple au feu au Canada. Je pense aussi à des phénomènes comme les vagues de chaleur, d'ailleurs au Canada aussi, qui battent des records de 5 degrés, ce qui est totalement bizarre, quoi. D'habitude, les records de température sont battus de 1 degré, peut-être, 1,5 degré, mais 5 degrés. Donc, on voit apparaître des phénomènes de très grande échelle, de très grande amplitude. Donc, on a des observations de plus en plus des effets du changement climatique, en fait. Et ça va permettre de mieux comprendre aussi les mécanismes et de mieux comprendre les modèles, de mieux comprendre si les modèles savent ou non reproduire et quelles sont leurs limites. Donc on va apprendre beaucoup déjà de la dernière décennie d'observation. Donc ça, je pense qu'elle est cruciale, cette décennie. Et finalement, les observations qui ont été utilisées dans le dernier cycle, elles vont en gros jusqu'à 2000... pour le groupe 1, elles vont en gros jusqu'à 2018-2019. Donc 2018 même de mémoire. Donc là, on va avoir 6-7 ans de plus. Et au rythme auquel va le changement climatique, eh bien 6-7 ans, ça apporte énormément d'informations. Après, au niveau thématique, il y a énormément de points qui étaient encore un petit peu incertains et qui vont voir beaucoup de précision. Je donne quelques sujets, mais il y en a d'autres. Les réponses, les rétroactions, notamment entre le changement climatique et les puits de carbone, le cycle du carbone notamment, avec les forêts d'une part, mais aussi le permafrost, la libération de carbone par le réchauffement climatique, le comportement des forêts et leur capacité ou non à pouvoir encore absorber des émissions de CO2 qui sont dues aux activités humaines. On va avoir des sujets émergents autour des points de bascule, c'est clair. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui sur des expériences autour de la circulation thermohaline, c'est-à-dire la circulation générale des océans, qui pose certaines questions, qui ralentit aujourd'hui dans les observations un petit peu. Est-ce que ce ralentissement peut aller jusqu'à un effondrement, enfin un arrêt finalement, qui aurait des conséquences très importantes sur la planète. Par exemple, on peut citer le ralentissement ou l'arrêt de l'AMOC, oui. Qui donc ce qu'on appelle un petit peu parfois le Gulf Stream, mais à tort. À tort. Le Gulf Stream est une petite partie du système. Et donc dans les R6, on était à peu près sur un 50-50 sur l'arrêt au XXIe siècle. Très grande incertitude. Franchement, très grande incertitude. Certains modèles montrent dans certaines réalisations effectivement ce potentiel, mais très grande incertitude. Moi, je crois qu'il faut l'arrêter. Le 50-50, il faut l'interpréter vraiment comme une très grande incertitude. Oui. Donc, parmi les autres points de bascule, est-ce que la fonte de l'Arctique, par exemple, les calottes, bien sûr, le Groenland et puis sont les calottes glaciaires. Je ne parle pas de la banquise. La banquise, elle diminue, mais c'est pas un point de bascule. Elle peut diminuer plus ou moins brutalement, voilà. Mais elle continue à exister ou à se reformer, en tout cas pour les décennies à venir. Pour les calottes glaciaires, là, la situation est très différente puisqu'on risque d'avoir, par exemple pour le Groenland, une situation où il ne sera plus possible de revenir en arrière, même si la fonte va pas se faire du jour au lendemain. Mais la rapidité effectivement de la fonte fait que il y a plusieurs mécanismes qui font que on pourrait atteindre un point où ce mécanisme ne pourrait pas s'arrêter, quoi.
dans les siècles qui viennent. Donc, pour l'Antarctique, c'est un petit peu pareil, mais seulement sur une partie de l'Antarctique de l'Ouest, qui donne des signes de faiblesse, effectivement, et pourrait conduire à une élévation du niveau des mers supérieure. Hein. On parle plutôt de 2 mètres que de 50 cm ou 1 mètre. Dans les scénarios classiques, c'est 50 cm ou 1 mètre en fin de siècle, selon les scénarios, en fin de siècle. Hein. C'est plus après, mais là, avec des ruptures dans les systèmes de calottes, ça pourrait être jusqu'à 2 mètres. Quand j'ai commencé à m'intéresser au climat il y a 6 ou 7 ans, j'étais très inquiet par rapport au scénario du pire, les 8.5. Et depuis quelques années, on en parle de moins en moins. Ça a été un scénario toujours plausible, mais de moins en moins probable. Et depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant, on voit que 2023 a été une année assez dingue. Bon, il y a eu du El Niño dans l'air, mais pas que. Là, j'écoute à la radio en venant. Janvier, c'est de nouveau le mois le plus chaud. Je crois qu'on est à plus 1,7 de température globale par rapport aux moyennes. Et on entend aussi parler maintenant de la sensibilité des modèles. Il y a plusieurs modèles qui forment les scénarios SSP. Et il y en a parmi ces modèles, sur la trentaine de modèles qu'il y a, il y en a qu'on appelle des modèles chauds, c'est-à-dire des modèles qui ont une sensibilité plus élevée. Donc pour ceux qui écoutent, pour un certain volume de CO2 émis, il y a plus ou moins de réchauffement, il y a plus ou moins de réponse du système climatique. Est-ce que les modèles de la R6 étaient un peu trop froids, entre guillemets, et que finalement la sensibilité du climat pourrait être plus élevée qu'on pensait à la base, et que finalement le scénario 8.5 n'est plus aussi peu probable qu'on le pensait? Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, et je pense qu'il faut prendre les choses une par une. D'abord, 2023. Donc, 2023, on a en effet l'effet du changement climatique. Quand on regarde sur l'ensemble de l'année, on a des températures qui sont records, mais elles sont records de la même façon qu'au dernier El Niño. C'est-à-dire, on a sur l'amplitude de ce record, c'est clair que cette amplitude est forte, elle n'est pas absurde, elle sort pas complètement de la série statistique, hein, et donc elle s'inscrit dans un cadre changement climatique plus El Niño. Bon, il est possible qu'il y ait ce qu'on appelle des forçages, donc des éléments qui amplifient ça. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est le réchauffement de l'océan Atlantique, hein, en 2023. Et donc, bien sûr, il va y avoir des études pour comprendre. Moi, je ne peux pas aujourd'hui vous donner la solution. C'est des sujets à l'étude. Il est possible que, par exemple, la législation sur les émissions soufrées sur les bateaux ait une influence. Elle est probablement très faible, mais voilà. Possible aussi simplement que la variabilité naturelle et interne du climat vienne s'additionner un peu par hasard à ce phénomène El Niño et à ce réchauffement climatique, hein, parce que ça peut être simplement aussi la variabilité normale interne qui vient s'ajouter. Ensuite, janvier 2024. Oui, c'est normal que janvier 2024 soit un record si décembre 2023 est un record. Le système a de l'inertie et il n'y a pas de surprise là. Le phénomène El Niño voit son maximum plutôt fin décembre, mais ne redescend pas à la normale en un mois. Donc voilà, il faudra plusieurs mois, et les prévisions qui sont actuellement disponibles donnent plutôt un retour vers des situations plus normales pour la zone El Niño, c'est-à-dire plutôt le Pacifique, vers le milieu ou fin d'année 2024. Après, restera à savoir si la nature suit les prévisions qui ont été faites par les modèles. Donc ça, c'est une première chose.
La deuxième chose, c'est la sensibilité à long terme. Donc là, on parlait d'une année. Là, on vous posait aussi la question sur, finalement, est-ce que cette année remet en question la sensibilité des modèles qui a été évaluée dans le 6e rapport du GIEC? La réponse est non. Tout d'abord parce que simplement une année ne suffit pas à remettre en cause une sensibilité qui est évaluée sur plusieurs décennies. Donc il faudrait voir sur plusieurs années, sur les années à venir, pour pouvoir dire si c'est de nature à remettre en cause. Les modèles chauds, les modèles moins chauds. Une analyse rapide, il y en a eu plusieurs, ont montré que même si 2023 est une année record, elle reste dans le faisceau, on va dire, de projection des modèles, dans la partie, on va dire, des modèles chauds, ça c'est clair, mais elle reste bien dans le groupe de modèles chauds, mais elle reste aussi dans le groupe des modèles qui ne sont pas chauds, entre guillemets, un peu dans la partie supérieure, mais voilà. Donc il n'y a pas de remise en cause non plus de la cohérence entre les projections climatiques et ce qu'on observe réellement. 2024 va nous en dire aussi un petit peu plus parce que lors du dernier épisode d'El Niño, c'était la deuxième année qui était plus chaude. 2016 était plus chaude que 2015. Précédent record d'ailleurs avant 2023. Voilà, c'est ça. Et il est possible que 2024 soit plus chaud que 2023. Voilà. Donc ça, on le saura en fin d'année. Et puis, on va bien sûr se poser ces questions-là. On a quand même néanmoins des situations qui sont très impressionnantes, notamment dans l'Atlantique, avec les températures. Et les températures de l'océan en global sont très impressionnantes. Donc, il y a beaucoup de choses à comprendre. On attend aussi dans le cycle de mieux comprendre les relations entre les nuages et l'augmentation des températures, particulièrement les nuages bas qui sont très très nombreux et qui couvrent une grande surface sur les océans. Et qui peuvent avoir un effet très important dans le bilan énergétique de la Terre. Réchauffant. Voilà. D'ici 2028, et donc le prochain rapport, il est probable, c'est possible qu'on ait dépassé 1,5 degré de réchauffement, qui était donc l'aspiration de l'accord de Paris, ou alors que ce soit dans les années imminentes par rapport à ça. Comment sera traitée cette question dans le rapport si ça arrive? Est-ce qu'on aura un scénario qui permettra de repasser en dessous d'un certain temps? Et aussi, qu'est-ce que ça implique, ce retour en arrière, comme effet peut-être irréversible sur l'environnement? Alors, le dépassement au sens d'une moyenne sur 20 ans n'est pas prévu pour cette décennie. Et il peut se produire pour une année ou une autre. D'ailleurs, 2023 a frôlé, et même dans certaines estimations du réchauffement, a dépassé les 1,5 degré. Mais c'est sur une année. Or, les accords de Paris sous-entendent sur une période de long terme, c'est-à-dire au moins 20 ans. Donc là, ce n'est pas prévu pour cette décennie-là. Ce qui est probable, c'est que ce dépassement soit fait dans les années 30-40, entre 2030 et 2040, qu'on atteigne ces valeurs. Il n'est pas impossible que ce soit atteint avant. Le problème, c'est qu'on aura du mal à le savoir, puisque une moyenne sur 20 ans, quand on est au milieu, on n'a pas la deuxième partie de la moyenne. Donc, il y a des méthodes pour ça, mais voilà, il y aura beaucoup d'incertitudes. Néanmoins, c'est pas tellement le fait qu'on soit à 1,49 degré ou 1,51 degré qui compte. Quand on est à 1,49 degré, on est à 1,5 degré. On est quasiment à 1,5 degré. Et puis, il n'y a pas des choses différentes qui se produisent à 1,49 ou à 1,51. Par conséquent, je pense qu'il faut voir ça effectivement dans le long terme et avec la tendance qu'il y a à l'heure actuelle. Si il y a un dépassement de ces 1,5 degré, la vraie question, c'est avec quelle tendance sur l'augmentation des températures? Est-ce qu'on fait ce dépassement avec la même tendance d'augmentation qu'aujourd'hui, ou est-ce que la courbe s'est déjà infléchie
et on fait ce dépassement avec une tendance faible. Si on le fait avec une tendance faible, on aura un petit dépassement et une chance effectivement de revenir en arrière. Mais un petit dépassement, hein, il faut vraiment que ce dépassement soit pas très grand parce que les technologies qu'on nous promet pour revenir en arrière restent encore de la science-fiction aujourd'hui. Il y a des études, mais voilà, elles ne sont pas encore déployables à l'échelle. Ensuite, si on dépasse ces 1,5 degré avec une pente forte, ça veut dire qu'on va monter très haut et qu'il sera plus possible de revenir à 1,5 degré plus tard. Donc c'est vraiment cette pente qui est très importante. Et cette pente, qu'est-ce qui la contrôle ? C'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc soit on arrive à réduire dans la décennie qui vient de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre, auquel cas on passera les 1,5 degré avec une petite pente, soit on n'arrive pas et on va le passer avec une grande pente et là ça va monter très haut. Pour pas que ça monte très haut, il y en a qui proposent de la géo-ingénierie, du management de rayons solaires, par exemple insuffler envoyer du soufre, par exemple. Bon, je m'y connais pas aussi bien que vous, j'imagine, dans l'atmosphère pour refléter les rayons du soleil et que, in fine, la Terre reçoive moins d'énergie. Dans la communauté scientifique, il y avait un débat récemment sur ceux qui pensent qu'il ne faut absolument pas faire de recherche dessus, c'est une sorte de boîte de Pandore. D'autres qui pensent qu'il faut en faire, parce qu'il y aura peut-être des acteurs privés de toute manière qui ne vont pas se gêner pour tenter des expériences, et donc il faut mieux la connaître. Est-ce que le GIEC déjà va traiter cette question dans le prochain cycle ? J'imagine qu'il traitera la question que s'il y a de la production scientifique de toute façon derrière. Alors, premièrement, le GIEC a déjà traité cette question, peut-être avec les connaissances qui étaient présentes. Hein. Il y a déjà une partie du rapport du GIEC, une petite partie certes, mais une petite partie du rapport du GIEC du 6e cycle qui en parle. Effectivement, si le sujet est demandé par les pays, ce qui n'est pas le cas dans les demandes de produits aujourd'hui, mais s'il y a de la production scientifique, il faudra s'y intéresser. Et personnellement, je dirais, je ne comprendrais pas que la recherche s'interdise d'étudier un sujet important. Même si on ne peut pas rester dans l'obscurité pour répondre à des questions qui vont être éminemment politiques et économiques, qui vont être derrière. Non, il faut être informé très fortement. Le programme mondial de recherche sur le climat a un volet sur la géo-ingénierie du rayonnement solaire. Donc alors c'est plus précis sur les interventions climatiques. Ça comprend pas que la géo-ingénierie du rayonnement solaire, parce qu'il y a toutes sortes d'hypothèses, de technologies qui sont imaginées, qui peuvent être totalement délirantes d'ailleurs, qui sont pas seulement de la géo-ingénierie du rayonnement solaire, c'est-à-dire masquer le rayonnement solaire un peu comme le fait un volcan. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que d'un point de vue physique, avec ça, on ne réduit pas les émissions de CO2. Hein, on crée un peu une digue. Voilà, c'est même pas vraiment une digue, parce que c'est peut-être une bombe à retardement aussi. Parce que on va créer une dépendance à ces technologies dont on ne connaît pas la gouvernance, dont on ne connaît pas encore bien les autres effets, vont diminuer la température, oui, mais ces technologies ne vont pas permettre d'arrêter la diminution du pH dans les océans. De l'acidification des océans. De l'acidification des océans. Et il y a des tas d'autres effets qui sont encore très très mal compris, et on joue un petit peu à l'apprenti sorcier avec ces questions-là. Donc il faut effectivement faire des recherches sur les impacts et les conséquences de ces technologies. Mais pour moi, il y a des questions qui dépassent très largement la physique.
voilà, est-ce qu'on croit dans un monde où la gouvernance va être facile, où les pays vont être tous d'accord sur qui va envoyer les choses dans l'atmosphère, parce qu'on crée une dépendance qui va être très forte. Si on arrête d'envoyer du soufre dans l'atmosphère, si les pays ne s'entendent plus, si y a une catastrophe qui fait qu'on est obligé d'arrêter, eh bien, là, le climat va se réchauffer, mais très vite, en quelques années. Donc, on démasquera un changement climatique qui couve. Donc, il y a des risques qu'il reste à évaluer de façon très claire sur ces questions-là, qui ne vont pas en plus inciter à la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des solutions qui pourraient en fait être des problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'a pas abordées pour ce nouveau cycle ? Je crois qu'on a abordé beaucoup de choses. On a abordé beaucoup de choses. Merci Merci à d'avoir vous. posé toutes ces questions. Eh bien, avec plaisir, merci à vous.